Bonjour. Écoutez, juste, d'abord, je vous préviens que c'est une première pour moi, ce type d'intervention. Donc, je vais vous demander d'être indulgent. Voilà, je vais essayer en peu de temps d'essayer de vous raconter comment, avec un petit peu d'utopie, avec un petit peu de pragmatisme, avec un petit peu de culture et un petit peu de culot, eh bien, on peut nourrir sa quête de sens et essayer voilà, de partager des idéaux et d'aider les autres, comme c'était le cas au travers de cette aventure. Alors, je vais vous emmener tout d'abord en 1992. Alors, à cette époque, nous n'avions pas d'iPhone. Il n'y avait pas de LH Forum. Bon, par contre, Jacques Attali avait déjà écrit 77 livres, mais il restait quand même des choses à faire. C'était l'époque du cancer gay, comme on pouvait le lire dans la presse. Et c'était aussi l'époque où, pour ceux qui se rappellent, Freddie Mercury est décédé. Les Nuits Fauves n'étaient pas encore sorties, mais déjà Hervé Guibert nous avait aussi quittés. Et donc, avec quelques amis, on ne savait pas, comme d'autres, on ne savait pas grand-chose du sida, à part que c'était une maladie qui se transmettait par amour. Et à notre niveau, on se sentait bien évidemment un peu démunis face à l'épidémie, au raz-de-marée qui allait nous tomber dessus, bien évidemment, compte tenu de ce qui allait se passer les années suivantes et les millions de personnes qui allaient disparaître avec ce virus. Il y a toujours des étapes dans la vie, et moi, ça a commencé un jour de juin 92. Je suis à une terrasse de café avec un pote, Eric, et je lui dis « Qu'est-ce que tu fais cet après-midi » Il me dit « Je vais à l'hôpital ». Je lui dis « Ah bon, qu'est-ce qui t'arrive » Il me dit « C'est pas moi, je vais voir un cousin ». Je lui dis « Ah bon, mais qu'est-ce qu'il a ton cousin » Il me dit « Il a le sida ». Bon. Je ne sais pas pourquoi, je lui ai demandé si je pouvais venir avec lui. C'est bizarre. Bon, donc j'ai été avec lui à l'hôpital voir ce cousin qui avait le sida. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a, soyons clairs, foudroyé. C'était pas de l'amour. Mais voilà, c'était la première fois que j'approchais quelqu'un qui était en fin de vie. Et j'imagine, pour ceux qui l'ont déjà vécu, que on partageait ce sentiment que quand on arrive dans une chambre pour aller voir quelqu'un dont on sait qu'il est en fin de vie, on se dit qu'on est là pour lui remonter le moral, pour le soutenir, pour être à l'écoute, pour être en love empathie, pour le dire autrement. Et là, moi j'ai rencontré quelqu'un qui juste s'en foutait de ma compassion. C'était pas le sujet. Et qui passait plus de temps à nous questionner que nous à nous intéresser à lui. C'était quand même un peu troublant. Et que je suis sorti de cette chambre d'hôpital à la Salpêtrière profondément troublé, et que je suis revenu une fois, deux fois, trois fois revoir ce mec sans mon pote, et que un jour j'ai trouvé la porte close parce qu'il avait décidé de recevoir plus de visites, et il est décédé quelques semaines après. Et cette disparition et surtout cette frustration, cette impuissance a généré chez moi et chez Eric, l'autre cofondateur de Solidarité Sida, une envie de passage à l'acte. Voilà. Il y a souvent des événements dans la vie. Moi, il y a eu celui-ci, et puis il y a eu une passion intellectuelle pour le sujet qui a fait que tout ce que j'ai pu lire m'a donné envie, m'a nourri, et un jour, voilà, ça a motivé le passage à l'acte. Je fais partie de ces gens qui vont régulièrement voir des documentaires que personne n'a envie d'aller voir au cinéma, Le Cauchemar de Darwin ou d'autres, et qui font que quand on sort, on a les nerfs, parce qu'on se dit, putain, il y a quand même des réalités comme ça, et heureusement, ça fait partie des moteurs, de mes moteurs secrets de l'engagement. À l'époque, j'étais étudiant à la Sorbonne, j'avais 25 ans, je vivais dans une chambre de bonne de 14 mètres carrés dans l'immeuble de ma mère. Quand je précise de ma mère était gardienne d'immeuble, c'était pas le sien. Et je n'étais ni homosexuel ni séropo, je le précise, c'est important, pas pour affirmer haut et fort mon hétérosexualité, mais plutôt pour rappeler qu'à l'époque c'était un sujet. Et depuis 22 ans, parce que ça fait 22 ans que je m'occupe de Solidarité ça, régulièrement on me demande « Mais pourquoi t'as fait ça ?» Et c'est toujours une question, sincèrement, qui m'emmerde profondément, parce que je sais qu'en fonction de ce que je vais dire, la perception ne va pas être la même. Je vous donne un exemple. Si je dis, à la question « Pourquoi tu as fait ça ?», je dis « J'ai perdu un frère du sida ». D'un seul coup, il n'y a plus de sujet, on passe à autre chose. Si je dis « J'ai toujours été fan de Freddie Mercury », d'un seul coup, c'est bizarre comme motivation pour passer à l'acte. Et si on me pose la question de mes pratiques sexuelles et que je dis que je suis hétérosexuel, c'était le cas, en tout cas, c'était le cas, ça l'est toujours, pardon, mais en tout cas, à l'époque, on me l'a demandé, on ne comprenait pas que le fait d'être ni toxico ni séropo pouvait motiver le passage à l'acte. Bon, je vous le dis, je le pense haut et fort, il ne faut pas être concerné par une maladie ou un fléau pour forcément avoir envie de faire pour les autres. Donc un jour de septembre, avec Eric, on s'est retrouvé encore une terrasse. Oui, on avait un peu tendance à prendre l'apéro souvent. Et on a décidé de créer une association qui s'appelle de fait Solidarité Sida. Et qu'on s'est fixé un objectif qui était déjà très mégalo à l'époque,
puisque notre ambition, c'était de récolter 10 millions de francs. Oui, ça date un petit peu. Donc 10 millions de francs, pour des étudiants, c'était, comme je vous l'ai dit, un peu mégalo. Et notre idée, c'était d'essayer de ne pas faire comme les autres. Pas parce qu'on voulait se différencier, mais parce qu'on trouvait que, quitte à passer du temps, autant faire des choses complémentaires des autres. On s'était dit qu'on allait essayer de travailler un petit peu différemment, parce que pour nous, c'était important de mettre des jeunes en première ligne. Ça faisait partie de nos principes fondateurs. Mettre des jeunes en première ligne, pour nous, à l'époque, c'était une manière à la fois d'accélérer la perception et de la changer des réalités de l'épidémie, dans le sens où, à l'époque, même si on était jeunes, on avait le sentiment que ça ne nous concernait pas beaucoup, le sida. Et donc le fait de mettre des jeunes en première ligne, c'était à la fois favoriser la perception chez d'autres jeunes, que si jamais il y avait des jeunes de leur âge sur le terrain, c'est qu'il devait y avoir des réalités qu'ils ne maîtrisaient pas. C'était la même chose vis-à-vis des parents. Voilà, donc c'est pour ça qu'on envoyait des batteries de jeunes vendre des rubans rouges sur tous les concerts, puisque tout ça participait d'une perception un petit peu élargie. Et puis, comme nous étions déjà pragmatiques à l'époque, mettre des jeunes en première ligne de ce combat, c'était aussi un moyen de les transformer en acteurs et de les sensibiliser, bien évidemment. Et puis, c'était aussi une manière de faire des économies. Parce que quand on arrive à motiver des jeunes à faire des choses, eh bien, si c'est l'intérêt, j'ai pas honte, c'est que ça coûte moins cher qu'un salarié qu'on devrait recruter. Nous n'en avions pas les moyens, et donc nous devions faire appel au bénévolat au début de notre action. Un principe fort aussi qu'on a eu, c'est de ne pas faire d'appel à la générosité. Donc Solidarité SIDA est une association très atypique dans le secteur associatif, bien au-delà du sida, puisqu'on ne fait pas d'appel à la générosité. On doit avoir 200 donateurs, donc vous voyez, c'est pas très, très, très important. On les choisit quand même, ces 200, parce qu'on n'a pas envie de les perdre. Mais on a fait le choix de ne pas faire de collecte de fonds, mais de faire de la récolte de fonds. Et donc, ce qu'on a décidé, c'est qu'on allait organiser et produire nos propres initiatives, et que ces initiatives allaient générer de l'argent. Et c'est comme ça qu'on voulait organiser notre lutte. D'une part parce que d'autres associations récoltaient, en tout cas faisaient des opérations de collecte, et donc d'un seul coup on ne voulait pas venir en concurrence sur ce terrain-là. Et puis ça nous semblait important, pour sensibiliser les jeunes, de les faire participer de l'intérieur à une action de solidarité et à leur faire vivre cette solidarité. Parce qu'à Solidarité SIDA, on est persuadé que quand on est impliqué à l'intérieur, eh bien à la fois on est un meilleur ambassadeur vis-à-vis de l'extérieur, et surtout on est un peu plus responsable dans ses actes, parce que de fait l'engagement et l'implication au quotidien favorisent la perception des réalités. Excusez-moi, je regarde mes petites fiches parce que cette préparation a été quand même laborieuse, je le précise. Aujourd'hui, Solidarité compte près de 3000 bénévoles et c'est une des rares associations qui ne pâtit pas de l'engagement, puisque chaque année, on refuse plein de bénévoles parce qu'on n'est pas capable de les prendre en charge et de les gérer comme il faut. Alors, j'ai dit tout à l'heure, bien évidemment, pas d'appel à la générosité, priorité à la jeunesse. Il y a un autre de nos principes fondateurs qui était l'événementiel et l'innovation. Donc Solidarité SIDA, très tôt, s'est lancé dans des initiatives événementielles, donc peut-être que vous en connaissez. C'est nous qui produisions les tournées de la nuit du zapping avec le zapping de Canal+, il y a certaines années, il y a un certain nombre d'années. On est même passé au Havre, d'ailleurs. C'est nous qui avons fait pas mal d'événements autour d'expositions, notamment Sex in the City, qui est une exposition autour de la sexualité, qu'on installe à la place de la Bastille à Paris, qui fait grand bruit sur ce sujet. Et puis, bien évidemment, depuis 1999, il y a eu le festival Solidaise, que certains d'entre vous connaissent, et sur lequel je vais m'arrêter après quelques instants. La musique, bien évidemment, et la culture ont toujours été une toile de fond de Solidaise, et de l'action de Solidarité SIDA, parce que, comme je vous l'ai dit, faire vivre la solidarité, la partager, impliquer, nécessite souvent l'organisation d'initiatives pour que toute cette, en tout cas, potion, combinaison puisse fonctionner au mieux. Un quatrième principe, c'était aussi à l'époque de Solidarité, tout au début, c'était de gagner en crédibilité, parce qu'on était quand même deux jeunes de 25 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est pas si évident que ça d'essayer de développer, en tout cas de fédérer autour de notre initiative, des gens dont on avait besoin. Donc on a essayé de marketer un petit peu, pour utiliser un terme, notre démarche. Et donc pour essayer de gagner de la crédibilité, on a casté des gens dans la presse, à la télé. Il a l'air bon dans l'autre amphi. Donc on a casté des gens, et puis petit à petit, on a été les chercher les uns après les autres. Donc c'était pour rejoindre notre conseil d'administration, donc il y avait plein de gens, des anciens patrons, des gens qui s'étaient déjà engagés dans la lutte contre le sida, et puis il y avait Antoine Decaune. Je vous raconte juste une anecdote pour témoigner un petit peu en tout cas de l'utopie pragmatique qui est le fil conducteur de mon intervention. C'est que, vous savez, comme peut-être que certains d'entre vous un jour est confrontés à ça, on se dit, voilà, on va essayer de proposer à Antoine Decaune ou à une personnalité d'être président d'honneur d'une association ou parrain d'une initiative. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde Canal+, on trouve un numéro, on appelle, oui bonjour, pourrais-je avoir le bureau d'Antoine Decaune?
En général, on ne vous le passe pas, mais en tout cas, si on arrive à vous le passer, vous essayez de vendre le truc. Bon, en gros, ça ne marche pas. Au bout de 2 mois, je me suis fait très copain avec des assistants d'Antoine Decaune, mais en gros, je n'avais pas de rendez-vous. Et donc, un jour, j'en ai eu marre. Et donc, je me suis pointé à Canal avec un bouquet de fleurs. Je me suis fait passer pour un coursier, en tout cas un livreur. Ça a marché. Donc, comme quoi, l'accueil n'était pas top à ce niveau-là. On m'a laissé monter dans les étages et je me suis retrouvé face aux 2 secrétaires d'Antoine Decaune. Je leur ai dit, écoutez, elles m'ont demandé pour qui c'était ces fleurs. J'ai dit pour Antoine Decaune. Elles me dit, bah, écoute, dans 5 minutes, il va sortir si vous voulez patienter ici. Donc, je me suis assis. Comme je les connaissais, au bout d'un moment, je leur ai dit, vous êtes Véronique et Caroline. Alors, elles étaient un peu surpris. Je leur ai dit, bah oui, c'est moi, Luc Barouet. Ça fait 2 mois que je fais le siège de votre bureau, j'y arrive pas. Et c'est tout ce que j'ai trouvé pour essayer de le rencontrer. Bon, donc ça les a tout de suite beaucoup fait rire. Et Antoine est arrivé. Je l'appelle Antoine. Hein. C'est pas pour me la péter, mais c'est que ça fait quand même 20 ans qu'on se connaît. Et donc Antoine est sorti, il dit, mais c'est pour qui ces fleurs? Je lui dis, c'est pour vous. Il dit, mais c'est de la part de qui? Je lui dis, c'est de ma part. Et voilà, j'ai pas trouvé d'autre solution pour essayer de vous rencontrer. Donc il m'a dit, bah, j'ai pas d'autre solution que vous mettre un rendez-vous, vous donner rendez-vous. Et donc on s'est vu le lendemain. Et au bout d'une heure de rendez-vous, il a accepté d'être le président d'honneur de Solidarité SIDA à l'avenir. Donc c'était un choix très important, puisque bien évidemment, il a été un accélérateur formidable. Et 20 ans après, il est toujours fidèle, et 22 ans après, il est toujours fidèle à Solidarité SIDA. Alors bien évidemment, là je passe vite fait. On a eu des succès. Les premiers, c'est les rubans rouges. Pour la petite histoire, on a commencé à vendre des rubans rouges au concert de Jean-Jacques Goldman au Zénith de Paris. À l'époque, j'aurais jamais été payé pour aller voir Jean-Jacques Goldman en concert. Et j'ai fait 14 Zéniths de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était des potes de potes de potes de potes. On s'est retrouvés à vendre des pins au Zénith. Et puis le premier soir, on fait 10 000 francs. Dingue, 10 000 francs. Deuxième soir, on fait plus chaque soir un peu plus. Et le dernier, on fait 27 000 francs. Vous vous rendez compte, en 14 Zéniths, déjà combien on avait gagné d'argent? Juste avec des pins qu'on avait fabriqués, hein, quand même, en tout cas des petits rubans rouges qu'on avait fabriqués avec des potes. Un artiste qui voulait nous recevoir, donc on avait déjà gagné beaucoup d'argent. Et donc on s'est en plus enflammé, hein, vous connaissez en tout cas j'ai fait référence à notre mégalomanie de base, et donc on s'est enflammé, donc on est passé directement de Jean-Jacques Goldman au Pink Floyd. Et donc on a été faire les Pink Floyd 2 concerts à Chantilly. Alors là on n'était pas assez nombreux. On était sur Fun Radio à l'époque, Love in Fun, on a passé une annonce, on a dit qu'on cherchait des bénévoles. Rendez-vous porte de la Chapelle, 14h dimanche. On a loué 2 bus et on attendait les bénévoles. On a été plein. On a refusé du monde aux portes de la Chapelle, c'était un peu bizarre. Et on est parti comme ça à l'aventure à Chantilly. Juste pour la petite anecdote, on a fait plus de 200 000 francs avec les Pink Floyd à Chantilly, juste en ruban rouge. Bon. Tout ceci pour vous dire qu'en gros, il y a des choses possibles à partir du moment où, d'abord, on a l'envie, on essaie d'avoir des bonnes idées, et surtout, on a du culot, parce que c'est comme ça que ça marche, que ce soit dans le secteur culturel ou pas. Donc pour aller très très vite, bien évidemment, on a commencé petit. Aujourd'hui, bien évidemment, on a nettement grandi. Solidaise, on est à sa 16e édition. À titre d'exemple, aujourd'hui, Solidaise, le bénéfice du festival cette année est près de 2,4 millions d'euros. Hein. Donc on a fait un gros bond. Ces 10 millions de francs que nous avions pour objectif de récolter, nous l'avons fait en 3 ans et demi. Et que cet objectif atteint, la question s'est jamais posée de dire, bon, bah, est-ce que je continue? Voilà. Je me suis retrouvé embarqué dans cette aventure et j'ai jamais regretté d'essayer de faire en sorte que cette énergie solidaire que j'avais en moi au début, liée à ces rencontres, eh bien, j'ai pu la partager avec de nombreuses personnes. Alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi ça marche, le modèle Solidarité SIDA. Ça marche pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le premier travail qu'on a au quotidien, c'est nourrir la quête de sens et l'utilité sociale. Je pense que tout le monde aujourd'hui, dans la morosité ambiante, eh bien, ce qui est le plus important, c'est à quoi je sers. Est-ce que ce que je fais, c'est vraiment ce que je veux faire? Et en bout de parcours, est-ce que socialement je suis utile? Alors on ne le formule pas forcément comme ça, mais quand on y réfléchit, ça veut dire un peu la même chose. Eh bien, à Solidarité SIDA, au quotidien, on essaie de nourrir cette quête de sens et cette utilité sociale auprès des bénévoles. Il faut qu'ils parlent moins fort à côté, c'est pas possible, hein, je vais passer. Et donc on essaie de nourrir cette quête sociale, puisque c'est l'un des principaux moteurs de l'engagement dans la durée. Une deuxième chose qu'on essaie de faire, c'est qu'on veille à ce que l'engagement... Oui, on veille à ce que l'engagement soit source de plaisir partagé. Souvent, vous savez, quand on s'engage, on a l'impression que c'est une démarche sacrificielle. Ben non, moi je dis, c'est pas du tout sacrificiel, c'est même un kiff, un plaisir, un bonheur. Et ça fait 22 ans que je me sens privilégié de faire ce que je fais. Mais la notion de plaisir, elle est souvent un petit peu... C'est gênant d'aborder la notion de plaisir. Et bien, Solidarité SIDA, on parle beaucoup de plaisir. Parce que sans plaisir, il n'y a pas d'engagement qui dure. Et donc, si on veut qu'on puisse être efficace dans la durée, eh bien, il faut nourrir ce plaisir. Il faut faire en sorte que les expériences de vie soient riches et que les gens aient envie de continuer leur action. Donc, c'est aussi pour ça qu'on y a échappé un jour sur Solidaise. On a failli, sur la fiche de Solidaise, oui, je vous vois, madame, on a fait écrire « jouir l'utile à l'agréable ». Vous vous rendez compte? Heureusement qu'on ne l'a pas fait. Alors, je vais passer très très vite parce qu'on me fait déjà signe que j'ai été long.
Bon, en tout cas, ce que je voulais vous dire au travers de cette prise de parole, c'est que c'est bien d'être utopique, c'est bien d'avoir des rêves en grand. Je pense que dans la période actuelle, le monde en a besoin, et de plus en plus de gens en ont besoin, parce que je pense qu'il n'y a pas qu'au Havre, hein, mais au Havre aussi, et ben, chacun autour de nous, on a de plus en plus de gens qui sont en difficulté, que ce soit économique, social, psychologique, et que eh bien, ce sens dans l'action, et ce que ça permet de nourrir dans chacun d'entre nous, je pense que c'est une des solutions pour l'avenir. Et que aujourd'hui, ce que je voudrais dire comme mot de la fin, c'est que j'aurais aimé vous pousser, pour ceux qui ont quelque part des projets citoyens et solidaires, ne pas vous arrêter à ce qu'on vous dit. Comme je le dis souvent, il y a beaucoup plus de raisons de ne pas faire que de faire. Donc si on écoute les gens autour de nous, souvent, c'est la raison qui prime. Et donc la raison, c'est « est-ce bien raisonnable ?» Voilà. Donc on oublie la raison. Et quand on a foi en soi, et il faut le cultiver, et quand on a le sentiment que ce qu'on fait, eh ben, c'est important, il ne faut pas baisser les bras. Et donc voilà, juste pour finir, je vous rappelle que Solidarité Sida est à la recherche de 35 hectares en banlieue parisienne pour organiser Solidaise l'année prochaine. Donc si certains d'entre vous ont des propriétés, vous n'hésitez pas à nous appeler. Merci beaucoup, c'est un peu frustrant, mais bon après-midi.